Donc voilà, s'il y a des réactions, des questions. Bonsoir. Du coup, aux camarades du Bondi Blog, ça a l'air super beau, super génialissime. Il n'y a pas un truc ou deux qui déconne quand même? Ça m'a l'air vraiment hyper génialissime, et du coup, je me dis, il y a bien un truc qui est caché, quoi. Carrément, bien sûr. Je me pose la question, et du coup, je vous pose la question parce que vous êtes là. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que le problème, en effet, on n'arrive pas à être reconnu comme un vrai média à part entière. C'est-à-dire que au niveau de la reconnaissance, il y a eu un mot qui était intéressant tout à l'heure, c'était le mot de fixeur qui est revenu, qui est venu à un moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que fixeur, dans le journalisme, à la base, ça désigne une personne, c'est-à-dire on va dans un terrain hostile, par exemple la guerre en Irak, la guerre du Golfe par exemple, on va en Irak, et le fixeur, c'est la personne avec qui on prend contact sur le terrain. Et donc le Bondi Blog aujourd'hui, le petit souci, c'est qu'on n'arrive pas, on ne nous reconnaît pas comme un média à part entière. C'est ça le souci vis-à-vis des autres médias, c'est-à-dire qu'on reste quand même une sorte de passerelle, uniquement une passerelle entre, c'est-à-dire que quand on a besoin de contact au niveau de la banlieue, on nous contacte. Mais on n'est pas repris assez, on n'est pas, en effet. Ça, c'est un gros problème, en effet. C'est peut-être votre chance et votre liberté de ne pas être reconnu comme un vrai média. Vu le peu de respect que la presse suscite actuellement, vu la défiance qu'ont les gens envers la presse, c'est peut-être votre liberté à vous et votre grande chance. Et vous n'avez pas besoin d'être reconnu par les autres médias. Vous avez moi, je crois que vous êtes devenu une institution, alors je ne sais pas si c'est mieux, mais vous faites des fois mieux que les vrais médias. Vous avez un vrai parler, et que vous pourriez le perdre en rentrant vraiment dans un système qui me suscite beaucoup de défiance envers les journalistes. Vous êtes peut-être les seuls vrais journalistes actuellement qui existaient, et qui n'ont pas besoin de la reconnaissance entre guillemets, vos confrères. Alors, il ne s'agit pas réellement de... Moi, j'entends pas au niveau d'une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... On sait ce qu'on fait, on connaît la qualité de ce qu'on fait, mais c'est-à-dire c'est au niveau de la diffusion, et au niveau pour atteindre justement... je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur notre page Facebook, on a 12 000 personnes. Je parle juste au niveau de la page Facebook. Et donc, du coup, le problème, c'est que la reprise dans les autres médias permet de s'ouvrir et d'obtenir de nouveaux lecteurs. Moi, c'est par rapport à ça et pas forcément par rapport à une reconnaissance, forcément. Alors aussi, on a des problèmes de subvention, évidemment. Quand on travaille avec d'autres médias, ce qu'on a aussi, c'est une portée plus grande, mais des subventions qui nous permettent ensuite d'aller plus loin et de faire des reportages avec les moyens qu'on aurait besoin. Donc en partie, c'est vrai qu'on a cette liberté où on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est aussi bien d'avoir des personnes sur qui on peut compter et sur lesquelles on peut être davantage présent et être vu par pas seulement nos chers fidèles lecteurs. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se baser sur notre liberté d'écriture. Il faut aussi également voir ce que les autres peuvent nous apporter. Et en effet, pour prolonger les propos d'Yousra, en effet, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a les écoles du blog, justement, où c'est des médias dits traditionnels, on va dire, qui viennent et qui nous forment tout de même, parce que quand même, journaliste, c'est un métier avec des codes, c'est une pratique, et il est vrai que ça nous permet, le fait d'avoir des accointances avec ces médias-là, c'est vrai que ça nous permet au niveau de la formation de vraiment de nous améliorer, et peut-être qu'on n'aurait pas atteint ce niveau-là actuel sans cette collaboration. Voilà. Bonjour, moi j'avais une question au niveau des audiences en fait, du Bondi Blog. En fait, je me pose la question de savoir si finalement les gens qui lisent les articles et qui suivent tout ça, c'est pas un petit peu l'élite parisienne qui s'intéresse à la culture de rue, urbaine, etc. Ou s'il y a vraiment du coup un vrai public qui vient de banlieue et qui du coup a accès à tout ça.
par exemple, moi je viens de banlieue lyonnaise, franchement je connaissais pas en fait. Hein. Après c'est très local aussi, c'était Paris au début, mais voilà, c'était une question. D'accord. Alors oui, donc comme on l'a vu dans le reportage, le blog est né à Bondy. Donc évidemment, les premières personnes qui se sont intéressées au projet sont les personnes qui habitent à Bondy et en banlieue, parce que c'est un média qui s'adresse aux banlieusards. Mais en effet, ce qu'on peut reprocher par exemple à certains médias, c'est de se contenter du Bondy Blog pour travailler sur les quartiers. En effet, les médias d'aujourd'hui ne parlent pas assez de la banlieue correctement parce qu'ils se disent bon bah le Bondy est là, ils vont en parler. Alors que c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est travailler par exemple avec les Bondy blogueurs, venir à Bondy, faire comme le journaliste suisse, s'installer à Bondy ou dans une autre ville de banlieue, peu importe, et travailler avec les gens locaux et pas seulement venir pour une demi-heure parce que ça chauffe, etc. En effet, je suis assez d'accord. Et pour répondre à la question, c'est-à-dire que je suis pas trop d'accord par rapport à ce que tu as dit. C'est que, alors, tu n'as pas dit ça précisément, mais grosso modo, ça faisait un peu caution de banlieue. Je sais pas si je résume les propos, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau de nos sujets, on n'est pas vraiment dans la culture urbaine. Vous pouvez lire. D'ailleurs, il existe un Bondy Blog à Lyon. Il est vrai qu'avec l'émission de télé, on arrive aussi, d'où l'importance des médias traditionnels. Avec le Bondy Blog Café, on arrive à toucher aussi une population justement qui ne va pas aller forcément sur Internet. Parce que Internet, ça reste jeune, ça reste malheureusement, surtout au niveau du niveau social, on va dire, aussi. Donc c'est pour ça que la télé nous aide énormément sur ça, à toucher un public plus large. Donc, Moi, je voulais rebondir sur ça par rapport à cette reconnaissance par les institutions qu'on recherche de manière automatique, et je rejoins assez madame sur le fait que je ne suis pas sûre que ce soit forcément ça dont vous ayez besoin, mais peut-être de la démultiplication en fait de cette initiative. Et moi, j'imagine très bien que cette liberté de parole et le fait que ce soit des vrais gens, qui soient des journalistes, on puisse l'appliquer dans plein de quartiers différents, qu'ils soient ruraux, urbains ou autres, partout en France et voilà, en province, comme on dit. Je suis en province maintenant, donc... Et du coup, je voulais aussi poser la question à vos collègues est-ce que l'expérience, enfin vos homologues sur le plateau, est-ce que cette expérience du Bondy Blog a été un tremplin à mobiliser aussi des gens? Est-ce qu'on peut imaginer que cette idée-là de journalistes qui soient des vrais gens, enfin excusez-moi, je pense pas que les journalistes soient des faux gens, mais des gens un petit peu de terrain, on peut le démultiplier dans la presse, dans la télé, on peut monter pas mal d'initiatives avec de nouveaux supports. Je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est le modèle. Est-ce que vous transmettez votre modèle? Vous avez parlé du Bondy Blog à Lyon, il s'appelle le Bondy Blog aussi. Ah ouais, il faudrait qu'on monte le Lyon Blog, enfin plein de... Ah non, mais il y en a à Marseille. Je les connais pas en fait, c'était intéressant de voir si ça avait amené d'autres initiatives. Alors, il y a même un Bondy Blog Dakar, il y a un Bondy Blog Rabat, il y a un Bondy Blog... alors, il y a un Bondy Blog Bruxelles, donc il y a pas mal de petits... Alors, je vais me présenter, Nora Hamadi. Donc, je représente ici le magazine Fumigène que je vous ai apporté, j'en ai apporté juste quelques-uns, mais c'est un magazine qui a existé pendant plus de 10 ans, qui a été monté en 2000 par Raphaël Yem, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est son fondateur. Et ce magazine que voilà ici, donc j'en ai juste une petite dizaine malheureusement, s'est mis en sommeil en 2011, après 10 ans d'existence, parce que tout bêtement, l'équipe qui le faisait vivre bénévolement, qui en l'occurrence en fait est faite de journalistes à la fois professionnels et à la fois beaucoup de primo-rédacteurs, d'anciens blogueurs, de gens qui ne sont pas du tout en fait issus du sérail entre guillemets, et qui pour la plupart sont au minimum issus de quartiers populaires ou ont une espèce d'inclination naturelle sur ces questions-là, c'est-à-dire sont intéressés par les questions de quartier. Nous, notre sous-titre, vous le verrez, hein, c'est de la littérature de rue, et l'idée c'est culture, politique et vivre ensemble. Voilà. Et il s'avère qu'on a relancé ce magazine il y a pile poil un an, voilà, après les attentats du 7 janvier, parce qu'on s'est dit que
cette parole-là n'existait plus. Et là, ce qui est très marrant, c'est que cette petite équipe, en fait, qui faisait ça depuis Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen, quand ça a été créé au début des années 2000 et qui a grossi, qui est venu ensuite à Paris, pas mal d'entre nous, un peu à l'image de ce qu'on a vu dans le documentaire sur le Bondi Blog à l'instant, pas mal d'entre eux ont pu essaimer dans des grands médias. Ce qui fait que moi, là, je vais pouvoir prendre ma deuxième casquette, qui est que je suis présentatrice et rédactrice en chef à LCP Public Sénat. Voilà. Donc j'entends parler de médias mainstream et compagnie. Voilà. Là, on va pouvoir discuter de cette manière de créer des ponts. Parce que l'idée, en fait, à mon sens, effectivement, il est nécessaire d'essaimer, de faire des Bondi Blog Dakar, de faire des Bondi Blog Toulouse, de faire comme Fumigène, c'est-à-dire d'être en capacité de nouer, en fait, et de professionnaliser, entre guillemets, des gens qui n'ont pas accès aux médias, parce que nous, en fait, on ouvre nos colonnes et notre site, en fait, à des gens qui n'ont jamais écrit, qui n'ont aucun réseau, c'est-à-dire qu'à l'image du Bondi Blog, mais effectivement, on n'a rien inventé, puisqu'on l'a fait très vite dès les débuts des années 2000, avant même les émeutes, hein, avant même les révoltes de 2005. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, je fais partie de la génération de pré-Bondi Blog. C'est-à-dire que je suis arrivée dans le milieu journalistique, les révoltes n'avaient pas eu lieu. Donc inutile de vous dire qu'on n'était pas attendu. Et que moi, mes premières demandes de boulot, de stage ou de pige, écoutez, madame m'a dit, vous savez que les gens comme vous ont un problème avec l'autorité. Voilà le genre de choses qu'on pouvait entendre. Et en fait, pour le coup, 2005 a été aussi pour certains d'entre nous une manière d'ouvrir un peu les vannes. Et ce que le Bondi Blog a fait, ce que Serge Michel a fait, nous a aussi beaucoup aidé. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Donc, c'est aussi par ce biais-là, je pense que ouvrir en fait nos colonnes à des gens qui n'y ont pas accès, qui n'ont pas le réseau, et qui pour le coup en fait vont pouvoir prétendre à dire ce qu'ils ont à dire, et qui vont pouvoir prétendre alors à être sur le site et en plus à être publiés, quoi. Voilà. Et nous pour le coup, alors les gens nous disent, ils s'attendent à une feuille de chou, sauf que voilà, je vous en laisserai quelques-uns. On a un collectif de photographes, on est tous bénévoles. La qualité du mag est plutôt reconnue. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est juste de se parler à nous-mêmes, de parler à des gens convaincus qui maîtrisent un petit peu les codes et qui connaissent un peu ces questions-là, ou faut-il faire sauter les barrières, créer des ponts et passer un peu le Rubicon, passer à autre chose et essayer d'essaimer. Voilà. Donc l'émission du Bondi Blog Café, qui est diffusée d'ailleurs par LCP. Voilà. Donc il y a des médias mainstream qui, pour le coup, enfin mainstream et encore mainstream, on s'adresse quand même à une population qui est, voilà, c'est pas M6. J'ai des confrères à M6 qui essayent aussi de travailler sur ces questions, mais la difficulté maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que il existe des médias qui portent cette parole-là, et le travail en 10 ans a été quand même assez important. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que vous continuez de vous appeler pour dire est-ce que vous pouvez nous faire les fixeurs. Moi, dans l'autre sens, j'ai des confrères qui m'appellent en disant est-ce que tu connais des gens, c'est-à-dire que tu fais pas le fixeur, mais tu deviens une porte d'entrée pour ces problématiques-là, parce qu'ils préfèrent t'appeler toi en se disant tu connais un peu la problématique, on voudrait pas se gourer. Et je dis tant mieux. Si on est devenu une porte d'entrée pour ce type de problématique, c'est que les gens ont compris que les choses étaient mal traitées. Et que de fait, il y a possiblement une manière d'influencer un petit peu le débat. Et la question est, comment influencer encore ? À un moment, et on peut lancer le débat, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il va falloir aussi... moi je suis plutôt dans l'optique de dire, si on veut détourner l'avion, désolé pour cette mauvaise image, mais il faut être dedans. Voilà. Et c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui. Alors, les yeux du mois, c'est une problématique un peu différente. Hein. Je trouve ça très intéressant parce qu'on se rejoint à un certain nombre de valeurs, mais la problématique des yeux du mois, je vais la resituer en quelques minutes, c'est assez différent. D'abord, on arrive 10 ans avant le Bondi Blog, on arrive en 94, 95, et c'est lancé par essentiellement deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui sont des vieux militants politiques, syndicaux, etc., qui veulent aussi, qui partent de l'idée que le 18e, donc l'arrondissement, le 18e, hein, c'est avec cette diversité, puisque ça englobe des quartiers très populaires comme ici, mais ça englobe aussi le Montmartre, ça englobe d'autres quartiers, donc a priori qui n'ont pas forcément à voir, sauf qu'ils sont tous au 18e. Cette ville qui est le 18e, finalement, elle n'a pas d'information propre. Elle n'a pas d'information propre. On a, dans le Parisien, il y a quelques articles de temps en temps sur le 18e, mais
Moi, je viens de province, je vis dans l'ouest de la France. Il y a un journal qui s'appelle Ouest France. Eh bien, vous avez un département où il y a 300 000 habitants, il y a 3 éditions différentes avec tous les jours des infos sur des choses anecdotiques, puis des choses fondamentales, des choses de la vie de tous les jours. Et donc, l'idée, au milieu des années 90, c'est de dire il faut que le 18e est un média d'information indépendant, disons, on va dire, avec des valeurs qui sont globalement, je ne sais plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui, mais globalement qui étaient portées par la gauche, on va dire ça comme ça, mais pas du tout avec un esprit d'indépendance totale. C'est-à-dire que dedans, il y a des militants politiques, il y a des gens non militants, il y a des jeunes, des vieux, etc. Mais chacun met son étiquette dans sa poche. On sait qu'elle existe, et puis voilà, il n'y a pas de honte à avoir ça, mais c'est pas le projet. Et donc on va se retrouver à une vingtaine, je sais pas, 15-20. Moi je suis venu par l'un des deux pivots. Alors il se trouve que les 2 personnes qui ont fondé le journal sont décédées maintenant. Donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant, hein, c'était en 94-95. Et la première démarche qu'on fait, c'est qu'on écrit, alors le titre est un peu pompeux, on écrit une sorte de manifeste où on essaie d'expliquer, l'idée c'est, si on est différents, hein, on est différents des jeunes, des vieux, des gens qui sont des militants politiques, plutôt la mouvance écolo, des mouvances vertes, il y a des anards, il y a des gens, puis il y a des gens qui ne se retrouvent pas là-dedans. Et l'idée c'est, est-ce qu'on a quelque chose en commun ? Est-ce qu'on a quelque chose en commun ? Si on veut tous faire l'info, mais il faut quand même qu'on ait volonté de faire un projet commun. Donc on définit un texte, on se met d'accord, on s'engueule un peu, mais on arrive à faire un texte finalement. Alors ça peut paraître banal aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on ne disait pas forcément il y a 20 ans. On parle de participation citoyenne, on parle bien sûr de valorisation de la pluriculturalité de l'arrondissement, etc. Alors quand on lit ça, ça peut paraître naïf aujourd'hui, mais c'est pas si évident que ça il y a 20 ou 22 ans. Et sur ces bases-là, après je vous passe les détails, on met tous un peu d'argent dans le pot commun et on se lance. Et puis le truc prend. L'idée c'est d'associer en gros tout le monde, tous ceux qui veulent venir, enfin tous ceux, ça serait un peu exagéré, mais enfin globalement tous les gens qui manifestent un intérêt pour le journal et qui se retrouvent en gros dans les valeurs qu'on propose, peuvent venir et se retrouvent autour de la table, en général, en gros à la louche, moitié de journalistes, soit des gens qui ont une expérience ou retraités, soit des jeunes journalistes, soit des gens en activité, soit des étudiants en journalisme, mais aussi il y a une bonne moitié de gens qui ne sont pas des journalistes et qui a priori n'ont pas volonté de l'être, enfin, ils ont peut-être eu ce rêve enfant, mais en tout cas c'est pas leur projet, ils ne viennent pas pour ça, ils viennent pour parler de ce qui se passe dans l'arrondissement. Et voilà, ça s'est passé comme ça, et en fait ça s'est passé comme ça depuis 20 ans en fait, c'est-à-dire que le journal a un petit peu évolué, alors on a eu des débats, on a eu encore récemment des débats pour savoir si on changeait de formule ou pas, finalement pour un tas de raisons on ne l'a pas fait, puisque les gens qui ne connaissent pas, on a une identité visuelle qui est très particulière, parce que on a un format unique, voilà, c'est très particulier, enfin, c'est-à-dire que ça s'est fait au départ par bricolage, parce que voilà, on a peu de moyens, on bricole, et puis finalement après on affine la maquette, mais il n'y a pas eu un travail sur la priorité n'a pas été travaillée sur les formes. Ce qui est d'ailleurs à la fois un avantage parce qu'on a une identité visuelle, et un inconvénient, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il est partagé par d'autres, c'est qu'on a du mal avec ce visuel-là à toucher les jeunes générations, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout un journal générationnel comme vous l'êtes, enfin un média générationnel, on a un média intergénérationnel, qui à mon avis touche quand même plutôt des gens qui ont une pratique de lecture, donc c'est plutôt des gens plus âgés que vous, largement, plutôt dans mes âges, disons, même plus âgés. Voilà. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça pendant 20 ans, et ça se passe toujours comme ça. Alors, au départ, le journal, il se fabrique chez l'une des personnes qui était pivot de l'équipe, ça se passe chez elle, et puis progressivement, pour un tas de raisons, non seulement pour avoir un fonctionnement plus ouvert, eh ben, il va y avoir la recherche d'un local qu'on a rue Marcadet, et depuis une dizaine d'années à peu près. Et puis voilà, et puis on a réussi avec bon, voilà, il y avait aussi un problème qui se posait, c'est que les personnes qui étaient pivots de l'équipe, elles sont fatiguées, elles ont eu des problèmes de santé, donc il a fallu aussi trouver un fonctionnement un peu plus pérenne, qui ne repose pas totalement sur du bénévolat, puisque c'est un mensuel, donc 24 pages tous les mois, ça fait quand même pas mal de boulot, et donc on a réussi par une sorte de contrat aidé d'avoir quelqu'un qui est en partie qui est salarié de journal. Mais c'est du bricolage, un peu comme tu disais, c'est-à-dire que on est totalement indépendant, on
on vit à 90% des ventes du journal et des abonnements. Donc on a en gros une diffusion de 2000 exemplaires entre les abonnements, les ventes chez les marchands de journaux et les ventes qu'on peut faire lors des manifestations. On est autour d'une diffusion de 2000 exemplaires. Voilà. Alors moi je voulais dire un truc sur le Bondi Blog, parce qu'en fait on a vu tout à l'heure, en début du reportage, on a vu les émeutes, ce qu'on appelait les émeutes de 2005. Et quand on a vécu ce moment-là, moi à l'époque j'étais dans un hebdo parisien, enfin un hebdo national, on s'est dit il y a des choses qui vont changer fondamentalement dans les banlieues, etc. On s'est dit ça, on a espéré, etc. Et en fait j'ai l'impression que 10 ans après, je caricature, c'est plus compliqué que ça, le seul truc qui reste de ces émeutes-là, c'est vous en fait, parce que il y a le seul truc qui a vraiment changé. Il y a d'autres choses bien sûr qui ont changé, mais quand on va sur le plan en termes visuels, c'est vous, et ça existe toujours. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui a duré quelques mois, quelques années, ça dure toujours et ça se développe, etc. Vous êtes finalement assez jeune, assez nouveau dans l'équipe. Mais c'est vrai que la question qui est posée quand même, c'est nos médias différents, ils sont très différents, mais quelle portée ils ont sur les populations, quelle portée ils ont sur la population. Moi, la question se pose aussi pour notre journal. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à toucher beaucoup les habitants qui sont les plus dans difficultés, etc. On touche plutôt, nous aussi, une élite globalement qui s'intéresse à la vie associative, qui s'intéresse au quartier, qui met 2,50 € chaque mois dans un journal. C'est pas beaucoup, mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'on est à l'heure de l'information gratuite, enfin, ou prétendue gratuite. Voilà. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui, mais et donc c'est compliqué ce rapport à l'argent aussi. C'est vrai que ça c'est quelque chose aussi, c'est un élément nouveau par rapport à il y a 10 ou 15 ans, 20 ans, c'est qu'aujourd'hui les gens sont habitués à ne pas payer leurs journaux parce qu'on leur distribue tous les jours au métro un journal gratuit. Je suis un peu long, désolé. Non, on a plein de longs dans l'équipe qui sont encore plus longs que vous, donc vous inquiétez pas. Mais l'idée c'est qu'il y a un maximum d'échanges, donc j'imagine il y a encore pas mal de questions, donc on va faire le tour des questions. Moi j'avais pris le micro là juste avant le dernier intervenant. Ce qui m'a intéressé dans votre témoignage, c'est au fond, c'est la vraie question que vous posez, c'est à quoi servez-vous comme média? Moi, ce que j'ai envie d'entendre ce soir, c'est qui vous lit, qui vous écoute, qui vous regarde. La partie que j'ai le moins aimé de ce documentaire, c'est la partie où on voit les jeunes. Il y en a 3 à France Inter, il y en a peut-être 2 à TF1, 1 à Canal+, donc c'est bien, ça sert de passerelle entre la banlieue et le monde parisien. Mais la vraie question, c'est de savoir comment on peut intéresser tous les gens des quartiers, comment on peut leur rendre service, comment on peut rendre compte de leurs difficultés, et comment un journal, c'est ça, un média, c'est la proximité. Vous y avez parfaitement répondu dans la première partie du documentaire. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est effectivement qui et pourquoi, pour qu'une vague de fond entraîne une transformation réelle de la manière dont on goûte un journal, dont on témoigne, et pas uniquement pour porter les 25 meilleurs individus dans les médias nationaux. Alors je répondrai. Ce qui est bien aussi, je trouve ça formidable. Non, mais on va être un peu provocateur. Oh, oui, non, je comprends. Mais c'est-à-dire que je répondrai très simplement. Alors je parlerai un peu de Bourdieu, pardon, mais c'est-à-dire que par rapport à la reproduction. C'est-à-dire que Bourdieu explique très simplement que généralement le milieu social se reproduit. Donc, c'est-à-dire un fils de journaliste, un journaliste, son fils va être journaliste, un enseignant, son fils va être journaliste aussi. Et si on étudie de près les journalistes au niveau de leurs parents, généralement, c'est plus des... voilà, c'est-à-dire qu'ils proviennent quand même de ce qu'appelle Bourdieu les héritiers, de manière générale. Et c'est-à-dire que le fait, grâce au Bondi Blog, que des fils d'ouvriers parviennent à TF1, que les fils d'ouvriers parviennent à Canal+, que des fils d'ouvriers parviennent à LCI ou je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à amener au milieu de ce champ journalistique, ils vont amener quelque chose de nouveau. Alors ça se fait pas, c'est clair que ça se fait pas en 10 ans, ça se fait pas en une génération, ça se fait pas, mais c'est ça, c'est amener un nouveau point de vue dans le champ journalistique avec des journalistes. Alors après, peut-être qu'en cours de route, alors ça, moi aussi je veux faire mon provocateur, peut-être en cours de route, ils se feront formater. Pourquoi pas?
Là, après, c'est qu'est-ce qu'on entend par formatage. Je peux très bien dire aussi qu'à partir du principe où vous participez en fait à un média, il y a autant de formatage que de formes de médias. À partir du moment où vous êtes sur Internet, et vous êtes certainement lecteur de Mediapart, Faiza Zerwala, que vous avez découvert ici dans ce reportage, est désormais journaliste intégré à Mediapart. Les formats ne sont pas les mêmes. Si vous travaillez sur TF1, sur France 2, sur France 3, les formats ne sont pas les mêmes. Après, il y a des formes d'écriture, que vous soyez en presse écrite ou en télévision, les formats ne sont pas les mêmes. En revanche, là où je ne vais pas être d'accord avec vous, c'est que s'il faut en passer, et vous le savez aussi bien que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de pour pouvoir détourner un avion, il faut être dedans. S'il faut à un moment en passer par une forme de formatage pour pouvoir être dans la structure et être ensuite en position de peser, c'est la seule manière, et vous le savez aussi bien que moi, c'est la seule manière que vous pourrez à un moment, c'est la seule manière de faire en fait, pour pouvoir à un moment œuvrer pour. Et est-ce qu'il vaut mieux être, à mon sens, en dehors du système et se dire c'est dégueulasse d'être formaté, etc. Oui, ok. Mais moi, j'ai des amis qui ont fait le choix inverse et qui en sont en dehors et qui continuent de cracher sur le système, sauf qu'à un moment, vous savez également aussi bien que moi que les gens qui s'informent en banlieue, et moi j'y suis toujours, regarde quoi? Regarde BFM TV. Voilà. Donc à un moment, moi je peux toujours vous proposer de vous dire laissons BFM TV continuer de déverser sa haine sur les musulmans, sur les femmes voilées, sur la banlieue de toute façon qui n'est peuplée que d'arabes, de noirs, de violeurs et potentiellement de dealers. À un moment, si vous ne mettez pas le verre dans le fruit, BFM va continuer dans le cadre de cette reproduction à aller chercher des gens qui se ressemblent les uns les autres, qui n'ont jamais vu un noir que à la télévision ou en peinture. Je schématise, bien entendu, c'est de moins en moins vrai, mais quand moi, aujourd'hui, dans les rédactions, et je suis passée à iTélé pendant plusieurs années, vous êtes sur une rédaction de 350 journalistes, 3 arabes et 1 noir, et en l'occurrence, tous, quand vous n'avez pas effectivement des fils de diplomates, parce qu'on va parler ici, et je vais donner des noms, il n'y a aucun problème là-dessus, vous entendez énormément parler de Léa Salamé, qui est la figure de la diversité depuis quelque temps à la télévision, et vous savez très bien, pour la plupart d'entre vous, si vous écoutez France Inter, qu'elle a été sacrée meilleure intervieweuse. Qui est Léa Salamé? C'est la fille de l'ancien ministre de la Culture du Liban. Elle a été placée par son père, qui a passé un coup de fil à Jean-Pierre Elkabbach en disant « Est-ce que tu peux la prendre à Public Sénat ?» Voilà de quoi on parle, c'est-à-dire que si on doit parler ici de formatage, parlons ici de formatage en termes de, tout simplement, de questions économiques et sociales, d'où on vient et d'où on parle. Voilà. Donc, moi, à mon sens, s'il faut en passer par l'intégration en fait, des codes inhérents aux médias dominants, pour pouvoir à un moment pouvoir se permettre de détourner ces codes en étant dans la structure et ouvrir à des nouveaux champs d'investigation que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, peut-être qu'il faudra en passer par là. Parce que depuis l'extérieur, c'est pas évident, vraiment. Et s'il ne faut parler dans ce cas-là qu'à des gens convaincus, c'est effectivement ça en fait le risque. C'est que du coup vous allez créer des fractures et du coup on va se retrouver comme, et vous avez peut-être vu la une de la Croix aujourd'hui, avec des médias et des journalistes en fait, qui sont complètement en frontal avec la population et qui n'a absolument pas confiance en eux. Et ils ont raison. Pourquoi ? Parce que si on ne vit pas en banlieue, on ne vient en parler que quand il y a des histoires de dealers. Et je vais prendre l'exemple de Sevran-Bodot, dont vous avez certainement entendu parler, qui est la ville dont Stéphane Gatignon en fait est maire. On en entend parler, pourquoi ? Quand il y a des histoires de dealers, quand il vient gueuler à la télévision en disant il faut libéraliser, il faut que le cannabis en fait soit légalisé, etc. Et faites venir l'armée dans les cités. Voilà. Et si vous n'avez pas de gens issus de ces quartiers-là qui intègrent les structures, personne ne va considérer qu'on peut aussi venir parler des choses bien qui se passent dans les quartiers. Et moi, c'est le combat que j'ai tous les jours dans mes rédactions mainstream, entre guillemets. Il faut vous battre aussi contre votre hiérarchie, qui considère que oh, attends, on va pas aller parler d'un match de foot, on fait pas un 20h avec un match de foot interquartier pour travailler sur le vivre ensemble. C'est pas suffisant. Bah si. Mais sauf que si personne n'est là pour porter ce discours-là, autant dire que ça me semble compliqué d'y arriver autrement, quoi. Oui, et justement, pour rebondir sur votre question, bien évidemment qu'il faut que les jeunes journalistes aillent dans ces rédactions, parce qu'ils reviennent là où ils ont commencé. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que même s'ils ont réussi à intégrer ce domaine-là, ils reviennent, et les questions qu'ils traitent en premier, c'est ceux qu'ils connaissent le mieux. Par exemple, Bala, qui travaille actuellement chez TF1, fait des sujets qu'il maîtrise, parce qu'il les connaît. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux journalistes,
c'est des journalistes qui ne connaissent pas assez leur sujet et qui font qu'à leur tête et qui ne font pas le travail du terrain que font par exemple Bala ou Wided ou Faiza, etc. Alors, juste un moment, parce que on n'avait pas prévu sur cette soirée d'avoir pour ambition de faire une armée de journalistes à la goutte d'or. En fait, ou de réformer le journalisme dans son ensemble en origine sociale. On avait, au départ, le point de réflexion de cette soirée, c'était comment on arrive à avoir l'esprit critique face à l'information. Parce que l'information, on parle de médias traditionnels, là, malgré tout, ça reste des médias traditionnels, parce que il y a beaucoup de papier, beaucoup de et les jeunes, ils ont plein d'informations, et nous également. Et notre questionnement au départ, c'était comment on arrive, nous, les jeunes, à avoir un esprit critique et à sélectionner l'information. Donc, vous limitez pas dans vos questions à comment on devient journaliste ou comment on réforme le métier de journaliste. Vraiment, n'hésitez pas à aller plus large, parce que c'était le point de réflexion de départ. Et je vous passe la parole parce que vous la demandez depuis longtemps. Merci. Bon, c'était pas mal de recadrer un peu, parce que c'est vrai que là, par rapport à l'intitulé du débat, voilà, on est un petit peu loin de l'intitulé. Alors, parce que là, l'histoire des médias associatifs et locaux, enfin, c'est pas nouveau, quoi. Il y en a toujours eu, et voilà. Donc, il y en a plein partout. Il y a rien d'original dans le fait de faire un journal associatif ou local. Bon, enfin, ça c'est ce que je crois être vrai. Voilà. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir, bon, là, débat autour des relations entre médias et quartiers populaires. Alors, est-ce qu'on va se limiter aux médias associatifs et locaux, les relations qui s'entretiennent avec les quartiers dans lesquels ils sont implantés, ou bien est-ce qu'on élargit et qu'on parle aussi des grands médias, comme le disait tout à l'heure monsieur du 18e du mois, et qui parlait du Parisien. Voilà, j'aimerais bien avoir son avis sur ce plan. J'ai du mal à répondre à cette question, parce que le parti pris du 18e du mois, c'était de dire, en fait, en gros, il n'y a pas... Pour que les gens se relient entre eux, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait des échanges d'informations sur ce qui se passe. Et donc, dans un espace qui peut être anonymisé, on était vraiment parti sur un parallèle entre ce qui se passe ici, à Paris, alors peut-être en banlieue, mais moi je parle de ce que je connais, je parle du 18e, et ce qui se passe dans les régions, où il y a, alors même si les quotidiens régionaux sont en grave crise, ils sont tous en crise plus ou moins importante, malgré tout, il y a un lien d'information à travers ce média-là. Et donc on s'est dit, il faut qu'on produise nous-mêmes une forme d'information finalement. C'est-à-dire que c'est aussi pour titiller un peu les autres médias en disant, puisqu'ils ne le font pas, ou ne le font pas bien, enfin bon, peu importe l'appréciation, puisqu'ils ne le font pas, nous on va le faire à notre façon, c'est-à-dire sans avoir l'ambition d'être à la hauteur, enfin sans l'ambition d'être aussi exigeant, mais l'idée c'était de dire aussi, à travers l'acte d'écrire et de raconter la ville, c'est aussi une façon pour les gens de se former, c'est aussi une façon pour les gens de prendre des responsabilités, et de se former aussi au journalisme, parce que on peut pas, je ne l'ai pas dit, mais dans l'équipe initiale des premières années, et puis je pense aujourd'hui j'ai pris un peu de recul, je suis plus dans la rédaction, je suis plutôt au niveau de l'association de gestionnaires, si on peut dire ça comme ça. Il y a pas mal de jeunes qui ont démarré aussi au 10e du mois, et puis qui après ont intégré des écoles et sont devenus journalistes ici ou là. Je ne sais pas s'ils sont à TF1 ou à M6, je m'en fous, c'est pas un problème, mais ils sont journalistes. Donc c'est aussi tout journal associatif, toute entreprise associative, et ça sera peut-être pareil aussi dans l'association du quartier, c'est des lieux de promotion sociale. Ça, on peut le lier. Et c'est pas un problème en soi. Il y a deux problèmes. Il y a le problème des élites, du renouvellement des élites. C'était le débat initial, le débat que j'ai entendu tout à l'heure. Et c'est un débat intéressant. Moi, je suis pas issu de l'immigration, je veux dire. Voilà, je suis issu de la province, si on veut. Je suis pas issu, j'ai pas la même histoire que les trois autres personnes. Donc forcément, je parle pas de la même chose. Mais il y a forcément un enjeu de renouvellement des élites.
et Bondi Blog et Fumigène et d'autres initiatives, d'une certaine manière, elles s'inscrivent dans cette démarche-là. Pas simplement sur... Alors, on a tous des ambitions personnelles, donc il y a forcément des ambitions personnelles, elles ne sont pas en soi critiquables. Mais c'est aussi une ambition collective, c'est-à-dire que c'est un mélange des deux. C'est une mission. Moi, j'ai envie aussi de faire quelque chose de ma vie, ce qui est normal, mais j'ai envie aussi que les valeurs que je porte, l'histoire que je porte, elles ne soient pas salies tous les jours dans les médias. En gros, c'est ça le truc. Et donc, c'est une combinaison, moi je vois ça de l'extérieur, hein, c'est une combinaison de démarches individuelles, d'énergie individuelle et de projets collectifs. Voilà, ça c'est le premier plan. Et cette question-là, on peut pas dire que c'est pas le sujet. C'est le sujet aussi de ce débat. Si on veut effectivement, là je suis d'accord avec ce qu'on dit les uns les autres, si on veut effectivement que les médias bougent, il faut qu'il y ait des gens qui viennent d'horizons différents, évidemment. Moi, je suis issu du milieu agricole. Mon père, mes grands-parents étaient tous agriculteurs. Donc, je vis à Paris depuis très longtemps, mais je me sens encore porteur de cette histoire-là, même si je n'écris plus de sujet sur l'agriculture, je me sens porteur de cette histoire-là. Donc, c'est pareil pour un gamin qui vient du 9-3 ou d'ailleurs, même s'il vit maintenant dans le 5e et il fréquente des bobos, etc., il est le produit de cette histoire-là. Donc, il n'aura pas oublié cette histoire-là. Elle sera là. Et après, les institutions, oui, alors est-ce que... Il y a toujours un peu ce débat, et moi ça m'ennuie beaucoup, on a toujours l'impression que il n'y a que les jeunes des milieux populaires qui joueraient des coudes pour accéder. Mais je veux dire, effectivement, j'ai oublié votre prénom, ce que disait Nora, c'est vrai, c'est-à-dire que quand on a des réseaux, il suffit que le papa ou l'oncle ou téléphone à un machin, on a le stage facilement, on l'a tout de suite, et puis après, les portes s'ouvrent plus facilement. Et puis, j'ai aussi eu des responsabilités dans une rédaction. Le premier pas pour rentrer dans une rédaction, c'est le stage. Si vous ne faites pas de stage, vous ne rentrez pas nulle part. Enfin, c'est pareil dans d'autres milieux. Après, on est mauvais, mais c'est un autre débat. Mais il y a beaucoup de bons qui ne peuvent pas faire de stage. Donc, si on ne fait pas de stage, si on ne met pas un pied dans le... Voilà. Alors ça, c'est le premier débat. Et le deuxième débat, c'est effectivement quelle est la portée de l'information sur la vie des quartiers. Je dirais que c'est un autre débat. Les deux sont liés. Et la question, c'est une question intéressante. Et c'est vrai que c'est compliqué d'y répondre comme ça en quelques minutes. Pour ce qui est du 10e du mois, j'ai l'impression que le 18e du mois est devenu un peu une institution avec ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. Ce qui est de positif, c'est que on sent, j'ai senti notamment lors du monde des municipales, on sent qu'il y a un enjeu quand même sur le journal, de quel sujet on va parler, comment on va en parler, qui on va interviewer. On sent que ça intéresse les gens qui ont des responsabilités dans l'arrondissement, et c'est normal, ça veut dire que le journal y pèse. Et en même temps, c'est vrai que peut-être que c'est tout le problème de l'institution, c'est comment il se renouvelle, comment il arrive à surprendre encore, comment il arrive... Ça, c'est compliqué, c'est plus compliqué, effectivement. Quand on a 20 ans, c'est plus compliqué que quand on a 5 ans ou 3 ans, etc. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais je pense qu'il y a plusieurs débats, les débats sont liés, on ne peut pas dire qu'il y a ce débat-là qui compte. Non, tous les débats sont articulés, à mon avis. Mais moi, juste pour dire très rapidement quelque chose sur votre interrogation, sur le rapport spécifique en fait entre médias, quartier populaire et puis comment on va au devant des gens. Nous, on a eu cette problématique en se disant comment est-ce qu'on va aller parler en fait à des minots qui lisent pas, qui sont effectivement dans l'information gratuite, parce que tout bêtement, ou qui se collent sur BFM quand ils sont au kebab ou à la chicha, et ils ont bien raison. Mais à un moment, c'est comment on les alpague pour essayer de leur raconter autre chose sur ce qu'ils sont, sur leur réalité, sur des choses en fait sur lesquelles ils sont pas forcément amenés à réfléchir. Et c'est pour ça que nous, notre décision a été d'être vraiment dans à la fois l'entertainment et donc vous allez avoir des portraits de stars issus des minorités, issus des quartiers, ou des gens qui sont plus ou moins proches d'eux dans leur environnement, que ce soit des mecs de foot, que ce soit des danseurs hip-hop, que voilà, c'est comme on va leur parler des gens qui sont issus comme eux de ces quartiers populaires, qui leur ressemblent, à qui ils peuvent s'identifier, et au passage, vous avez quelques dossiers qui sont plus sérieux. Là, en l'occurrence, sur le numéro 2, on est revenu sur les 10 ans en fait, de ce que je n'appelle pas moi les émeutes, mais les révoltes. Voilà. Les mots sont importants pour le coup, et ça a été aussi pour nous un débat en interne. Mais voilà, comment leur parler d'eux, et du coup, en fait, les faire venir sur des thématiques auxquelles, à la base, ils s'intéressent pas forcément. Voilà. Donc, nous, ça a été un peu, ok, on va aller vous chercher avec ça, et surtout, on va vous donner un point de vue que vous allez pas forcément entendre ailleurs, sur la manière dont on va le traiter, sur des dynamiques, sur des formats, etc., avec beaucoup de photos. Voilà, on a voulu en fait
et une manière en fait voilà de créer des ponts qu'on retrouve derrière sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait on communique essentiellement comme ça. Nous on est un trimestriel, on est tiré à 20 000 exemplaires, et le gros en fait de l'audimat se fait par les réseaux sociaux. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est un peu Snapchat et c'est Instagram, quoi. Donc, et vous les emmenez par ce biais-là, et ensuite ils arrivent sur le site. Voilà. Alors moi, je parlais de la Goutte d'Or. Et alors, sur les jeunes, déjà, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont venus ce soir, mais c'est un vrai positionnement. Il ne faut pas penser que les jeunes n'ont pas de cerveau, ne réfléchissent pas. Leur positionnement, déjà, c'est de se dire que la presse n'est pas faite pour eux, et surtout, ils ne croient plus en ce qu'ils peuvent voir ou écrire. Car aussi, le Bondi Blog, et là, je reviens au 18e du mois, c'est peut-être ce que vous n'avez pas fait. Le Bondi Blog a su se renouveler et faire venir des gens qui vivent la situation. La Goutte d'Or, c'est une banlieue. Il ne faut pas croire qu'on est à Paris, mais on a les mêmes problématiques en banlieue. Et le 18e du mois, je voudrais savoir comment vous pouvez vous renouveler sans insérer dans vos rédactions ou sans proposer à des gens qui vivent le quartier à parler du quartier. Moi, je suis habitante de la Goutte d'Or, le 18e du mois, je ne le lis plus, sauf quand j'ai gratuitement, parce que, je vous dis honnêtement, ça ne reflète jamais les vraies problématiques. Et comme vous le dites, c'est à destination du milieu associatif qui est exactement pareil, qui n'est pas dans le renouvellement. Donc on se retrouve dans les mêmes problématiques, ça veut dire que les habitants qui vivent, les jeunes, ce que vous appelez les jeunes, ça me fait toujours sourire ce mot-là, ça veut tout dire et rien dire, ne se reconnaissent absolument pas dans ce qu'ils peuvent voir, et BFM ne regarde pas les jeunes, ils s'en foutent, c'est un bruit de fond, et ils sont comme vis-à-vis de la politique, ils sont complètement en défiance, et plus du tout aussi crédules, et c'est un vrai positionnement qu'ils prennent en refusant de venir à certains types de débats, et en ne lisant plus la presse qui ne croit pas. Voilà. Moi, je crois qu'il faut créer d'autres médias. C'est-à-dire qu'aucun média, alors peut-être du mois, on peut le renouveler, il y a des choses qu'il faut renouveler. Vous savez, on est une équipe, je sais pas, il y a 30-40 personnes qui sont impliquées dans le 10e du mois. On a tous des avis différents sur la question. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas une doctrine 10e du mois par rapport à ça. Il y a des réalités. Alors, d'abord, il y a des réalités très, très pratiques. Faire un journal tous les mois, qui a une certaine ambition, après on peut la critiquer, mais qui a une certaine ambition, ça demande effectivement une énergie. Donc c'est vrai que, et comme à part une personne, tout le monde est bénévole, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'énergie tout le temps, on va vous dire les choses franchement, de renouveler les choses. La question, c'est que le parti pris de ce journal, ça a d'abord été de faire que des citoyens, et je dis pas habitants, je dis citoyens, s'impliquent. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas évident de dire à n'importe quel jeune ou pas jeune d'ailleurs, c'est pas une question de génération, qui se sent pas impliqué au-delà simplement de sa rue, etc., de lui dire viens au Canard. Parce que sinon il est ouvert le journal, c'est-à-dire que tous les mois il y a des gens nouveaux qui arrivent dans l'équipe, qui restent ou qui restent pas, mais qui y viennent. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse, il appelle à la rédaction, il envoie un mail, on lui dit tiens, si tu peux venir à la prochaine réunion qui aura lieu tel jour chez telle personne, et tu viens, et après, en fonction de l'article. Et c'est un peu comme ce que disait, je sais plus, le responsable Nabil dans le Nordine, dans le documentaire. C'est-à-dire qu'en gros, dans la mesure où on n'insulte pas les gens, on respecte à peu près les faits tels qu'ils sont passés, etc., il y a des écritures différentes, il y a des styles différents dans le journal, donc il n'y a pas... Mais je veux dire, moi je crois pas à l'idée qu'un journal puisse parler à tout le monde. Voilà, je regrette de dire ça. Je pense pas que la formule telle qu'elle est, même si elle a été renouvelée, peut intéresser tout le monde dans l'arrondissement. Je ne crois pas à ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt multiplier les initiatives. Il faudrait qu'il y ait je dirais pas un Bondi Blog, mais qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui aussi émane des jeunes et qui soit animé par eux. Parce que entre un média générationnel et un média intergénérationnel, c'est pas le même parti du prix. On peut pas. L'idée de vouloir dire tiens on va prendre des jeunes comme ça pour faire beau, etc. et puis pour avoir la touche jeune, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc je veux dire, ouais, le journal est insatisfaisant, il ne convient pas à tout le monde, très bien, enfin je veux dire on peut l'entendre, mais il ne conviendra jamais à tout le monde, voilà. Et je pense que ce dont on souffre, c'est qu'il manque des médias, il manque une diversité de médias. Après que chacun ait son style et sa tonalité, son histoire, sa culture, très bien. Mais il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent et qu'il y ait une émulation. Donc welcome, il faut créer d'autres médias, à mon avis. On va prendre quelques dernières interventions, puis on a un petit buffet et tout. Hein. Simplement, je voulais dire qu'il y avait un ensemble de sujets qui sont, de mon point de vue, très intéressants, mais qui sont des sujets divers. Je suis bien d'accord aussi
il faut monter dans l'avion si on veut le détourner, mais je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce film tout à l'heure, et sur la démarche de Bondiblog, c'est précisément que des jeunes, des habitants dans un quartier, eh bien, se sont mobilisés pour prendre la parole et dire ce qu'ils avaient à dire, alors que c'était de la merde ou pas de la merde, qu'il y en a un qui le dit un peu comme ça, mais ils disent de leur point de vue ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent dans la cité. Et ça me paraît essentiel, et ils ne laissent pas aux autres la possibilité de parler d'eux. Et je crois que ça est extrêmement important. Et je pense que dans le monde du travail, c'est exactement pareil. On a plein de sociologues qui parlent des entreprises, qui parlent des ouvriers, qui parlent des employés, mais on n'entend jamais, ou très très rarement, un ouvrier, un employé parler. Et ça, je trouve que dans nos quartiers, en particulier, parce que nos quartiers sont souvent stigmatisés, nos quartiers sont souvent mis sous des espèces de cloches où on parle des quartiers, où on parle de la Goutte d'Or. Mais finalement, moi ce qui me paraît important, c'est que les différentes couches de population, les habitants de ce quartier, de la Goutte d'Or, ils se donnent des moyens pour s'exprimer. Je trouve qu'il faudrait que à la Goutte d'Or, puisqu'on est à la Goutte d'Or, la parole puisse se libérer. Parce que les gens, les habitants, que ce soit des jeunes, des vieux, des chibani, je ne sais pas quoi, ou les dames qu'on n'entend jamais, eh bien, elles puissent un jour prendre la parole et se donnent les moyens. Et je trouve qu'il faut qu'on essaye déjà de libérer la parole, même entre nous, en essayant de trouver des instances, des lieux. Et je pense que des soirées comme Parlons-en peuvent y contribuer. C'est pas uniquement ça, alors on n'est peut-être pas dans la presse directement, mais je crois que ce qui est important, c'est que la parole soit libérée et que les habitants d'un quartier puissent dire ce qu'ils ont envie de dire d'eux-mêmes. Voilà. Non, mais c'est exactement... Je me permets de rebondir, parce que c'est exactement dans cette optique-là qu'a été créé le site, le média Goutte d'Or et vous, pour justement donner la parole aux habitants, et aussi à travers des moments d'expression libre, aussi avec les femmes, avec le Café Social et Laetitia, et d'autres moments, des initiatives pour essayer effectivement de libérer la parole. Il y a des dossiers thématiques, dont celui en ce moment qui est sur le sujet qui nous intéresse, où tout le monde peut participer, est invité à contribuer. Il y a des comités de rédaction qui ont lieu très régulièrement. Le prochain sera pour la journée du droit des femmes le 8 mars. Donc vous êtes tous cordialement invités à y participer. Vous pouvez nous envoyer des mails, venir nous rencontrer. On est à la salle Saint-Bruno, c'est juste à côté. Mais du coup, c'est aussi une initiative, ça fait partie des initiatives qui existent. Dans le prolongement aussi, j'ai envie de faire part aussi d'un agacement d'une certaine façon, prendre la parole certes, et arrêter d'opposer la presse de proximité, la presse des quartiers, avec la grande presse. Et pour le coup, j'ai un témoignage qui date de ce matin. On était aussi dans le quartier, il y a eu une expulsion du bidonville, il y a eu une horde de journalistes dans le bidonville. Il n'y a pas d'autre mot. Il y avait la moitié du bidonville qui était parti hier soir pour essayer d'aller ailleurs, c'est-à-dire se reconstruire une maison ailleurs. Et la horde de journalistes est arrivée une demi-heure avant le CRS. Ils ont réveillé tout le monde. On aurait dit des gens du desk, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de travailler au journal, par exemple au Monde à Paris, et qui partaient à l'étranger découvrir le bidonville. Ils sont arrivés comme des sauvages ce matin. Et ça, je pense que si on refait du journalisme de proximité, on pourra mieux le faire qu'eux. Voilà. Comme je me suis levée à 5h du matin, ça pourrait paraître désordonné. mais voilà, on a aussi ça à apporter. Et dans tous les journaux, que ce soit le Monde du Blog, que ce soit le 18e du mois ou Fumigène, il me semble. Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est justement... Je ne sors pas de la formule de Nora, franchement, sur l'avion, parce que c'est réellement en intégrant ces rédactions-là qu'on peut amener quelque chose de nouveau. Parce que le souci, c'est que par rapport aux médias de proximité,
Le réel souci qui s'établit, c'est au niveau de est-ce qu'en prêche les convertis. C'est un peu ça. Il y a un petit souci à mon sens. À mon sens. Mais en revanche, l'avantage du média de proximité, en revanche, c'est vrai que ça permet d'éluder cette tension qu'il y a dans d'autres médias, c'est-à-dire la tension entre l'extraordinaire et l'ordinaire. Mais je suis pas d'accord, c'est complémentaire. Et on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la proximité. Sur toutes les applications, on se géolocalise, on va voir où sont nos amis. Et le meilleur média de proximité, c'est Facebook. Et tous nos médias, ils se complètent les uns les autres. Et je suis désolée, mais la grande presse, elle n'a pas fait son boulot ce matin. Et les gens qui avaient l'habitude de faire des reportages sur la durée, j'ai vu des collectifs de photographes, des gens qui avaient fait des vrais reportages, il y a eu un très bon reportage sur France Inter, ceux-là, ils étaient bons. Et il faut aussi qu'en diffusant des informations sur les réseaux sociaux, on alimente aussi ce type d'informations. Nous, typiquement, pour aller dans ton sens, on travaille avec un collectif de photographes en fait, qui fait toutes les photos quasi de fumigène, qui s'appelle le collectif Œil. Que peut-être certains d'entre vous connaissent, Noman, Eros Sana, Julien Pitino, mais en fait c'est un collectif de photographes pour le coup qui travaille sur les questions sociales et qui suit en fait la question des Roms depuis des mois, qui suit la jungle de Calais depuis des mois et en fait nous comme on est un trimestriel gratuit de surcroît et qu'on n'est pas sur des circuits de distribution classiques puisqu'on fait nous-mêmes, on passe pas par les nouvelles messageries de la presse parisienne là, pour être distribué, on fait ça, on va poser ça chez les copains, dans les magasins, dans les kebabs. Donc voilà, on se le refile. Nous, en fait, Facebook, typiquement, dès le début, avec le site, voire même parfois, on fait même des publications Facebook sans passer par le site. En fait, on met de la photo, quoi, avec un accompagnement de petits textes. Et sur l'évacuation du camp ce matin, on avait 2 photographes sur place, en fait, et qui suivent en fait le dossier depuis super longtemps. Ce qui crée une forme de légitimité en fait sur cette question. Et ce qui est très marrant, c'est que je prends l'exemple de Noman qui devait nous rejoindre ce soir. Malheureusement, je crois qu'il est debout depuis très tôt ce matin. Enfin, voilà pour le coup. Mais il aurait pu vous raconter, c'est qu'ils ont suivi en fait, comme ils le font depuis déjà plusieurs années, la jungle de Calais et la manifestation qui a dégénéré il y a 15 jours, non c'était samedi de la semaine dernière, donc il y a une dizaine de jours, entre les soutiens en fait aux migrants. Et une famille pas de militants d'extrême droite, mais de proches d'un milieu d'extrême droite. Et les photos qui ont été prises, en fait, ce sont, notamment de Noman, figurez-vous qu'il a fait une double dans Paris Match la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr que ça paye, et à un moment, ça se croise. Le tout, c'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à faire de la qualité en étant dans la proximité, en se donnant les moyens des gros médias. Et c'est ça, en fait, la difficulté, parce que nous, tout bêtement, on fait ça bénévolement. Alors moi, par ailleurs, j'ai une autre casquette qui fait que je peux me permettre d'être bénévole, mais inutile de vous dire qu'on est tous cramés, parce que pour ceux d'entre vous qui ont déjà pu voir ce que c'est qu'un bouclage, des réécritures, etc., voilà, quand on a bouclé celui-là, on l'a vu dans le Bondi Blog, c'est-à-dire votre deuxième journée de boulot, elle commence à 21h, et puis vous envoyez des mails jusqu'à 2h du matin. Quand il s'agit d'envoyer le bon à tirer, vous y passez vos week-ends. C'est une forme de militantisme qui vous coûte personnellement, collectivement, parce que c'est des réunions jusqu'à pas d'heure. Mais à un moment, ça paye parce que le fait de faire ça bénévolement, le fait de faire un travail de qualité, de proximité, parce que vous êtes en capacité en fait de sortir ce que les autres médias ne peuvent pas sortir, parce qu'ils arrivent effectivement en horde, parce qu'ils sont dans des modalités de production économique qui font que, ah oui tiens, demain matin, on a ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte, mais alors du coup, il faut qu'on l'ait en ligne à 9h, donc en fait, il faut que tu rappliques à la rédac, faire ton papier. Qu'est-ce que vous voulez produire quand vous n'avez pas le temps de votre production? Donc là, c'est là qu'on a une valeur ajoutée, et à un moment ou à un autre, ces médias, je ne vais pas appeler mainstream finalement, parce qu'on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, en fait. Aujourd'hui, à l'heure de Facebook, il n'y a plus de médias mainstream et pas mainstream, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec Taranis News, qui est une agence de presse en fait plutôt qui a suivi les luttes de Notre-Dame-des-Landes de Sivins, qui se retrouve sur BFM TV parce qu'à un moment, quand vous êtes sur là où ça se passe, BFM TV rachète vos images. Donc voilà, il y a un moment où ça porte. Ou Noman qui fait une double dans Paris Match sur cette manifestation de migrants. Donc je pense qu'en fait là où on a une valeur ajoutée, c'est ça, c'est qu'on est en capacité de traduire de l'information autrement, de créer de l'information autrement.
Et à un moment ou à un autre, quand on voit, je vous dis, le manque de confiance que la plupart des gens ont dans les médias dominants, entre guillemets, ils vont exister ailleurs. Tu parlais de Bastamag, de Reporter ou Mediapart. Quand ils se sont montés, Mediapart, personne n'a donné un copec sur cette histoire. Reporter et Basta, aujourd'hui, ils ne payent pas énormément, mais ils s'en sortent et ils existent. Pourquoi ? Parce que les gens se tournent en fait vers ces médias. Et je pense qu'il faut aussi avoir confiance dans l'intelligence des lecteurs en fait. Effectivement, c'est compliqué d'aller pousser des jeunes en fait à aller s'informer correctement quand on voit les dégâts que Dieudonné ou Soral fait dans nos quartiers. C'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire de pouvoir être en capacité d'offrir une autre info. Donc vous avez des collectifs de photographes, vous avez des gens qui écrivent, qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Quand peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais quand vous avez un type qui s'appelle Nadir Dandoun, qui a je ne sais combien de milliers de personnes qui le suivent sur Facebook, ou peut-être d'autres connaissent Julien Salingue qui travaille pour Acrimed, qui est un spécialiste de la question palestinienne, qui est suivi par 50 000 personnes. Ils sont des médias à eux tout seuls. Voilà. Donc je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut inventer autre chose et qu'il faut créer des ponts. Vous parlez justement beaucoup de Facebook, des réseaux, etc. et de la méfiance par rapport à la presse traditionnelle. Comment vous vous situez par rapport, on va dire, à toutes les fausses rumeurs, fausses infos, voire faux complots ou vrais complots suite à chaque fois aux attentats? Parce qu'à la fois, voilà, ils consomment beaucoup plus sur Facebook, ils consomment beaucoup plus de la presse alternative, et en même temps, ils vont pas croire les vrais journalistes, mais ils vont croire n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a un problème de... Moi, je pense qu'il faut faire surtout de la déconstruction à ce niveau-là. C'est vraiment déconstruire ce type de discours, notamment ce que parfois on tente de faire avec Soral, justement parce que Soral se niche vraiment dans ce type de rhétorique-là, parce que c'est une vraie rhétorique qu'on retrouve vraiment construite. Et pour ma part, je reviens à une certaine représentativité au niveau des médias, de manière générale. C'est que s'il y a une vraie représentation, je prends par exemple au niveau des banlieues, s'il y a une représentation des milieux issus, des gens issus de la banlieue dans le champ médiatique, à ce niveau-là, ça peut réellement dégonfler un peu de la sphère complotiste. À ce niveau-là, c'est extrêmement important, par exemple, de porter réellement des problématiques, des questions dans les médias de manière générale, parce que c'est le fait de ne pas parler, par exemple, de manière... c'est vraiment de ne pas parler de certaines questions, de ne pas poser certaines questions. Par exemple, ce qu'a fait Jérôme Ferrari, je prends juste un exemple avec Manuel Valls dernièrement, sur Ali Bongo, sur le Niger, sur l'uranium. Ça, pour ma part, je trouve que c'est une initiative excellente parce que ça peut faire dégonfler justement, de porter médiatiquement ce type de discours-là. Ça dégonfle la sphère médiatique parce que là, du coup, on en parle. Donc, pour ma part, c'est un peu ma vision au niveau du complotisme. Après, aujourd'hui, il y a aussi une question d'éducation vis-à-vis des médias, parce qu'évidemment que les médias traditionnels sont aujourd'hui mis en péril par les réseaux sociaux ou par les gens qui progressent par eux-mêmes et qui réussissent à sortir du lot. Mais ça, c'est pas du fait des réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est du fait de l'éducation qu'il n'y a pas vis-à-vis des médias, en fait, tout simplement. Après, nous disions tout à l'heure qu'il y a des initiatives dans les quartiers qui permettent la parole, de donner la parole aux membres du quartier. C'est ça qu'il faut justement mettre en lumière et approfondir et voir comment on pourrait organiser ça au niveau local, régional et international.
Alors là, c'est une conclusion rêvée. Hein. Alors, est-ce que juste... Non, je vais... Parce que moi, je suis pas vraiment d'accord, du coup, je vais juste... Ouais, non, je sais, mais je sais faire court, je te promets. Je sais faire super court, parce que, en fait, nous, on s'est justement posé cette question, parce que le numéro 3 revient sur les attentats, etc. Et la grosse difficulté, en fait, c'est de réussir à toucher une population de gamins qui, justement, est constamment sur Facebook, s'informe hyper mal, et puis considère, en fait, que toutes les sources d'information se valent. Voilà. Et ça, c'est la grosse difficulté. Clairement, quand tu es un média dit dominant, quand tu es Le Monde, etc., et que tu essayes de déconstruire au TPFM, de toute façon, tu es disqualifié par ta fonction et par l'image que tu renvoies. Donc tu peux toujours essayer de dire, même en reprenant l'idée on va essayer de mettre des gens issus des quartiers parce qu'il faut parler aussi de ces théories du complot, les déconstruire, etc. De toute façon, tu es dans un média disqualifié, donc ils considèrent qu'on n'en parlera pas. Et que de toute façon, il n'y a rien à entendre de ces médias-là parce qu'ils sont corrompus, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, etc. Moi, je pense que honnêtement, la seule possibilité aujourd'hui, le seul levier, c'est ce qu'on fait ce soir. Moi, j'ai bien vu, après les attentats, parce que je bosse par ailleurs avec des groupes de gamins en scolaire, en quartier, et aussi en zone rurale, à Nevers, etc., dans des quartiers aussi. Et la seule possibilité, en fait, c'est de créer des moments où vous avez 2 heures, vous revenez et vous débattez sur l'actualité, et il faut déconstruire. Alors attends, les frères Kouachi, la carte d'identité, les rétroviseurs, etc. Voilà pourquoi. Voilà, c'est pas pourquoi c'est pas possible. Et il faut marteler, il faut y aller, il faut pas avoir peur de... Mais à un moment, d'avoir une parole dominante verticale qui vient d'un média qui est reconnu et qui dit « Non, ça c'est pas vrai », de toute façon, c'est disqualifiant. La seule possibilité aujourd'hui, c'est d'aller au contact, y compris... moi, ça m'arrive, j'ai un kebab en bas de chez moi, ça m'arrive en fait de passer, de discuter avec des gamins, ouais, machin, truc. Et en fait, il faut créer en fait ce moment-là. Il faut créer des moments de confrontation. Mais il faut créer des moments qui ne soient pas institutionnels, en fait. Il ne faut pas créer des moments qui passent par les médias. Je pense qu'en fait, à un moment, il faut savoir sortir du média. Parce que le média n'est pas le seul vecteur. Monsieur disait tout à l'heure, il faut recréer des moments de discussion, il faut créer du lien et compagnie. Et là, typiquement, l'enjeu, il est là. Donc, il faut être en capacité, partout, en bas de chez vous, dans le kebab, au café, ici, de créer ces débats-là pour aller déconstruire, en fait, et apprendre aux gens, parce que l'école ne le fait pas, cette éducation aux médias, pour savoir quelle est la bonne source ou pas, et leur apprendre en fait à être en capacité de savoir ce qui est croyable ou pas, quoi. Voilà, j'ai pas fait court, pardon. Mais c'était dans le fil de la conclusion, c'est parfait. Donc merci, vraiment merci à tous, Nora, Ahmed, Lucéra, Noël, pour votre participation. Une grosse pensée à Nordine Nabili qui a été super pour l'organisation de cette soirée et qui malheureusement ne peut pas être là ce soir et que vous avez vu dans le reportage. On a un buffet, donc vous ne partez pas sans prendre un pot. Et aussi, vous allez sur Facebook, Accueil Goutte d'Or, Facebook, Salle Saint-Bruno, Facebook, Ados, pour les prochains Parlons-en. Et la Goutte d'Or et vous informe régulièrement, bien sûr. Je me fais rappeler à l'ordre à juste titre.